Et en vrai, j'admire la dédication avec laquelle tu peux faire ça en marchant, mec. Avoir ces Oui, non. questions, tes trucs. Enfin, franchement, c'est la première fois que tu fais en marchant. Non, ça va être Après, l'épisode ça doit test, pas être mec. hyper difficile. Si tu veux, on peut passer par la gauche là. Ok. Je te fais découvrir le bois de la Cambre. Avec belle visite que je vais me faire ici. Ouais. Clear and loud. Et donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau épisode du Wombat Café en 2022. Bonne année à toutes et tous. Et aujourd'hui, on va tester un nouveau format, une sorte de marché parler interview. Et je suis accompagné de Aubin et Zaghira. Enchanté. Enchanté, Ryan. C'est un plaisir d'être avec toi là. Alors on Génial. va tester parce qu'il y a du bruit partout, c'est Grave. un peu la galère. On essaie du mieux qu'on peut de marcher et de tenir un micro et essayer qu'il soit à la bonne hauteur, à la bonne distance. Si on est soufflé après un petit moment, c'est tout à fait normal. On est en train de parcourir le bois. Et si vous entendez un petit écureuil passer, c'est que Et en plus j'ai perdu ça ma donne bien page. quoi. Mais bref, Super. c'est pas grave. Je me Mais souviens attends, des- je me mais souviens des récupère-la, questions. t'inquiète, Je me souviens à des ton aise. questions, t'inquiète. Ok. Donc déjà, je voulais absolument t'inviter parce que tu es un podcasteur belge et pour moi tous les podcasteurs et podcasteuses belges doivent passer dans le Wombat Café. C'est une sorte d'ordre, Tradition. une tradition de venir dans le Wombat Café. Nous l'avons fait avec Baleine sous caillou et donc maintenant Les c'est 6. ton tour. Baleine sous caillou ont été génialissimes et je les ai entendues dans ton émission, Bah l'épisode 6. Elles avaient été géniales aussi. Elles ont une ouverture d'esprit qui est quand même Ah non, c'était dingue. rare et puis une bienveillance et une gentillesse qui est Grave. quand même dingue. Et je me suis dit, mais Aubin, il est à peu près pareil. Il a aussi une ouverture d'esprit, une gentillesse et une bienveillance qui transparaît dans cette émission. Qu'est-ce que tu en Merci, penses? mec, merci. Mais écoute, tu me touches. Je reçois le compliment à bras ouverts. Ça me fait plaisir, Ryan. Merci. Aubin, tu es psychologue et podcasteur. Tu viens de finir tes études. Est-ce que tu as déjà trouvé un boulot? Est-ce que c'est compliqué, la vie de psychologue en Belgique, à Bruxelles, et en même temps d'être podcasteur? Ouais, c'est compliqué. J'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression d'avoir triché un petit peu. Parce que moi, j'ai terminé mes études. J'ai trouvé un taf directement. Tu Ah vois? ouais. Ouais, j'ai trouvé un taf directement. Ça fait un Alors an et que demi que psy, je. en plus, c'est le marché de l'emploi et c'est Ouais, le marché le plus bouché, je crois. Il est super saturé. Mais figure-toi que moi, j'ai eu de la chance. Je travaillais dans un service d'aide à la jeunesse. Et ça correspondait pleinement à mes valeurs. C'est là que. Oh, un petit chien. On va faire plein de remarques complètement Tous les gens pas qui du vont- tout qu'on va liées. On va faire des digressions liées à notre environnement aujourd'hui. Ça va être super. Non, je disais que. Du coup, ouais, j'ai trouvé du taf assez directement. Alors que j'ai plein de copains qui ont galéré pendant quelques mois. Mais ouais, c'était. Je rêvais de travailler dans un milieu qui était, tu vois, en lien avec mes valeurs, avec, tu vois, un public précarisé, Ok. qui est pas forcément. Comment dire, tu vois, alerte sur le point de la santé mentale, tu vois, ou qui allait mettre en Ah, c'est avant le fait intéressant, que. ça. Donc ça veut dire que tu voulais toucher un public ou pour qui la santé mentale n'était pas spécialement la une ou C'est ça, l'actualité un petit principale. peu. En fait, je voulais toucher un public comme moi, mec, tu vois. Comment Moi, ça? je viens d'un milieu plutôt modeste et voilà, et ok, mon père a fait des études, etc. Mais je me rends bien compte que les gens qui me ressemblent, des personnes racisées ou issues des minorités, elles ont tendance, ça change maintenant de plus en plus, mais elles ont tendance à reléguer le problème de leur bien-être, de la santé mentale à un dernier plan, tu vois. C'est d'abord, évidemment, mais c'est normal, tu réponds dans une sorte de Ouais, hiérarchie des l'échelle de problèmes, tu vois. Maslow, c'est pas du tout le C'est ça, besoin donc primaire. tu vois, tu réponds à ton besoin de sécurité, de te nourrir, etc., d'avoir un toit, et enfin bref, ça vient en dernier lieu, le fait de te sentir bien et épanoui dans ce que tu fais. Et donc, Pour moi, ça vient presque naturellement en fait. Le fait d'être psychologue et de devenir podcasteur,
J'ai l'impression que quand tu es intervieweur, en tout cas podcasteur, Ouais, je pense que ouais, tu vois, il y a un aspect de. Je pense que le dénominateur commun entre les deux, c'est que t'investigues le parcours des gens, tu vois. Tu te questionnes t'es curieux en fait sur la construction d'une personne, sur qu'est-ce qui fait qu'elle est elle, et s'il y a bien une chose qui lie les deux, c'est ça, tu vois. La passion de se dire mais attends, mais comment toi t'as grandi, comment toi t'es arrivé à être ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Et puis les deux, enfin tu vois, chacun des domaines m'a servi dans l'autre, tu vois. Typiquement, ben ouais, en tant que psy-podcasteur, je me rends bien compte que mes questions, j'amène très vite le côté deepness dans une conversation, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je vais essayer d'investiguer un petit peu le fond, ce qui anime une personne dans la profondeur, tu vois. Et puis après, il y a un petit côté scénique un peu dans le podcast. Tu vois, tu es en train de parler devant un micro. Évidemment que tu n'es pas totalement toi. Bien sûr, tu es toi, mais il y a... Le toit public, le toit qui parle devant un micro et donc du coup qui se présente d'une certaine manière. Évidemment que là, c'est moi qui parle, mais je fais attention aux mots que j'utilise, je fais attention au vocabulaire, que mes phrases soient suffisamment bien construites. Et alors je remercie mes parents pour ça, tu vois. Surtout mon daron qui parle avec un français super correct comme ça, tu vois. Qui m'a appris à avoir... et puis le côté du théâtre aussi qui m'a beaucoup aidé à avoir... tu vois, des phrases bien tip-top. Qu'ils sont d'ailleurs pas tout le temps tip-top. Hein. Parfois, que dans les rushs, quand je réécoute mes émissions, je me dis putain, mais quelle genre d'ânerie j'ai sorti. Il y a des petits anglicismes parfois qui arrivent. Ouais. Moi, je crois que c'est le fait qu'on soit une jeune génération, la mondialisation, ben voilà, les anglicismes, ils arrivent très très vite. Et Typique. c'est pas grave. Ouais, grave. Et alors, je me disais, dans un des épisodes de À peu près sérieux, tu parles de ce que tu écoutais avant de lancer ton émission. Qu'est-ce que tu écoutais et comment tu t'es dit tiens, moi je pourrais faire pareil? Parce que c'est quand même, il faut un certain courage pour se dire moi je peux faire pareil. C'est une très belle question, Ryan. Mais figure-toi que moi, la quantité de podcasts que j'ingurgitais avant de lancer le mien était pas si grand. Mais j'en écoutais. Je sais pas si ça aide, mais au moins, quand j'ai commencé à voir ce format, je me suis dit, mon Dieu, c'est exactement, c'est ça que je veux faire. Tu vois, parce que j'ai toujours été animé par le côté scénique, comme je disais tout à l'heure, tu vois, le côté, j'ai fait du théâtre, donc être sur scène, parler devant un micro, des caméras, ça me parle. Et en même temps, sans fond, je trouve ça fade. Et donc, le côté psy, discussion, t'as le temps. Dans un podcast, t'as le temps. C'est bête, mais tu te donnes du temps et tu donnes le temps à tes invités, tu vois. Et donc, les podcasts que je regardais avant, c'était beaucoup de podcasts américains, tu vois, ou anglais. Bien sûr. J'écoutais The Brilliant Idiots avec Andrew Schulz, c'est un humoriste. J'écoutais, en tout cas, cette période, j'en écoutais pas mal. Et puis après, quand j'ai commencé à me dire, waouh, j'aimerais bien faire un podcast un peu, pas humoristique, mais un peu deep, j'ai commencé à m'intéresser à la scène francophone. Et il y avait Antonin Archer qui avait Nouvelle École. Bien sûr. Et je me suis dit, mais oh my god, j'ai commencé à l'écouter et je me suis dit, je vais faire la même. Et puis d'ailleurs, c'était embêtant parce que tu vois, tu te dis, mon Dieu, il y a un concept qui a déjà été fait, c'est investiguer des personnes intéressantes dans le monde et on va se mettre là parce que j'ai vas-y, la boue. et voir un petit peu qu'est-ce que ces personnes ont à dire par rapport au monde. Mais en même temps, il y a... personne pourra faire ça comme toi tu le fais, tu vois. C'est bête, mais ta personnalité joue. Partout dans ton émission. Et je pense que tout créateur de contenu, de manière générale, il se heurte à ça, tu vois. T'écoutes un petit peu, tu fais un peu une étude du marché de qu'est-ce qu'il y a. Alors t'es là, mais mon Dieu, mais mon idée, elle a été déjà faite 1000 fois. Mais de manière générale, il n'y a rien qui est nouveau. Tout a été déjà inventé. Par contre, ce qui est nouveau, ce sera la combinaison de facteurs qui font ta personne, et qui fait que ça aura ta sauce, tu vois. Ouais. Et voilà comment j'ai atterri dans le monde du podcast.
J'espère qu'on entendra les petits-enfants en train de parler. Ouais, après ça va rendre le montage hyper compliqué. Ouais, parce mais que s'il y a un vraiment, peu de le- son en arrière. Je le disais en off à Ryan, mais je disais, mais t'as été tellement ambitieux, mon gars, de pouvoir faire ce nouveau format. Ça va être un beau défi au Après, mix. pour le moment, j'ai l'impression qu'on devra rien couper, Ouais. donc Ça va c'est fluide, ça va c'est fluide, tranquille. c'est tranquille. Ouais. Mais justement, c'est très intéressant. Tu parles du trait de personnalité, et je trouve, en tout cas, j'essaie de comparer par rapport à moi. Je connais pas énormément de podcasteurs belges, donc j'essaie de comparer par rapport à moi, et j'ai l'impression que tu fais passer beaucoup de ta personnalité, et tu amènes tes potes aussi dans l'émission, tu amènes une certaine partie de ta sphère privée dans le podcast. Et je voulais savoir où tu mettais cette frontière entre ce que tu pouvais partager au public, ce que tu ne partages pas en public, et qu'est-ce qui est personnel mais que tu pourrais partager, et qu'est-ce qui est juste du privé. Et voilà, ça n'arrivera jamais dans les oreilles de n'importe qui. C'est une bonne question. Je pense que, j'ai pas trop aimé. Enfin, je pense qu'on a la chance, nous, tu vois, quand t'es né dans les années 90 et t'as autour de la vingtaine, on a vu des créateurs de contenu qui étaient relativement proches de leur public. Ouais. Quand tu regardes une série de youtubeurs, c'est ça, c'est que ils parlent à une communauté qui est avec un minimum de façade. Et ça m'a toujours touché de voir que il y avait une série de dites vedettes ou stars qui paraissaient normales, tu vois. Et ça m'a tellement marqué, je me suis dit, mais si je devais un peu être un peu une personnalité publique, je voudrais pas que des gens me regardent et se disent « Oh non, mais il est à des kilomètres de moi, tu vois ?» Non, j'ai envie que tu dises « Ah, mais tiens, il a osé faire ce truc, mais comme moi, je pourrais l'oser demain. » Et en fait, on pourrait limiter de potes, tu vois. Et je trahis pas ma personnalité à l'écran ou en audio, quoi, tu vois. J'essaie globalement d'être le même. Et puis, mon type de contenu, je suis pas dans la fiction non plus. Je raconte, enfin, je demande les expériences de vie des gens et je partage aussi les miennes, tu vois. Et c'est ça qui me rend un peu relatable. Ah, petit anglicisme qui a Ça d'autres. commence. Ouais. Le premier. Mais qui, voilà, c'est ça d'être où les gens peuvent s'identifier un peu, tu vois. Enfin, à quoi ça me sert de raconter que j'ai une vie qui est pas la mienne? Mais non, je raconte mes galères, c'est ça qui aide, c'est ça qui m'a aidé du moins. En fait, j'essaie d'être la personne que je rêverais de voir à l'écran ou d'entendre dans un podcast, tu vois. J'essaie pas d'être une autre personne. Et puis, donc du coup, ça fait que, ben oui, j'amène une série de personnes qui sont proches de moi, mais globalement, le trait commun, ça peut être des gens qui sont proches de moi, comme ça peut être des gens qui le sont pas du tout. Le trait commun, c'est que, simplement, je les admire, tu vois. C'est tout. Ça peut être des gens très proches, et j'admire ce qu'ils sont. Je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient eux, tu vois. Mais ça peut être aussi des énormes restas. Et demain, si ça l'est, parce que je sais pas où me mènera ce podcast ou mon métier de manière générale, mais j'aimerais pouvoir interviewer de manière chill, tu vois, et dire tiens, j'ai investigué ça et ça, et j'adore qui tu es, et j'adore ce que tu as fait. C'est souvent ça d'ailleurs, tu vois, ce que tu as fait dans ton travail, et j'ai envie d'investiguer ça davantage, tu vois. Alors ici, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de tes émissions, qu'on parle de ton podcast, mais en vrai, on l'a pas vraiment dit quel était ton podcast ni les émissions que tu faisais. Donc Yes. on a À ceux qui osent et on a À peu près sérieux, qui sont deux émissions bien à part entière, malgré qu'elles se trouvent sur la même chaîne. Donc on a d'un côté À ceux qui osent, qu'on pourrait parler plus comme un dialogue très personnel, très intimiste, où on a des stars du style Vince, qui est quand même un animateur radio Ouais. phare de notre jeunesse. En Ouais, tout cas, moi, de je jeunesse, l'écoutais ouais. sur Fun Radio à l'époque et tout ça. C'est assez drôle. Et puis d'un autre côté, on a aussi Victoria Jadot. On a plusieurs personnes très cool. Et puis dans À peu près sérieux, ce sont aussi des stars, mais j'ai l'impression qu'elles sont peut-être plus proches de toi. Est-ce qu'on pourrait parler de ça comme ça? Est-ce qu'il y a une sorte déjà de relation qui s'est créée avant même le podcast et donc c'est plus facile après de l'exploiter dans un podcast? C'est une belle réflexion. En fait, ouais, j'avais deux rêves du podcast quand j'ai commencé. J'avais et je pouvais pas les rendre. J'ai longtemps réfléchi à ça. Je me dis, est-ce que je fais qu'un seul podcast et ils changent de format, ou est-ce que j'en fais deux? Ils ont des formats très distincts, mais en même temps qui sont liés par des choses. Et j'ai opté pour la seconde, malgré la difficulté de l'infrastructure que ça demande.
si je devais te l'expliquer en 2 mots, ça avait premièrement un point d'ordre pratique. Je m'étais dit, ok, à peu près sérieux, c'est visuel. Et si tu veux rendre le podcast accessible aujourd'hui en francophonie, il faut mettre une image, tu vois. Il faut mettre une image, des visages sur des gens. C'est ça que j'aimais voir à l'écran. Et des podcasts que j'adorais, quoi. Je voyais des humoristes où, tu sais, j'ai pas parlé juste avant de commencer, des podcasts qui m'ont beaucoup inspiré, mais il y a beaucoup de podcasts québécois qui m'ont vachement, dont je me suis vachement inspiré, notamment le Sans Filtre podcast ou Wagner, etc. Où en fait ils ont des très longues discussions et c'est aussi un setup très basique de podcast typiquement comme un à peu près sérieux. Il y a une table, des micros, une ambiance très chaleureuse et les gens discutent et ils ont le temps. Et ça fait des vues, mais en Belgique on n'avait pas encore ça, ou du moins quand moi j'ai commencé à produire mes podcasts, il n'y avait pas ça, tu vois. Ça commençait. Il n'y a toujours pas. Et il n'y a toujours pas, ou du moins un peu en Flandre, mais ça n'a pas ce même format, tu vois. Et au même moment, curieusement, il y a eu une flopée de podcasts un peu français qui sont arrivés de ce même style. Il y a eu un bon moment, etc. Et puis des gens pourraient dire « Oh, vas-y, t'as copié !» Je fais « Non, non, regarde bien !» Mais le premier épisode et la façon dont... Enfin, je pense qu'on est à quelques mois. Il faut te rendre compte que ça demande des mois et des années avant de pouvoir aboutir à ce pilote. Donc on n'a pas... Enfin, l'idée, elle était là déjà bien avant, tu vois. Puis l'idée n'est pas non plus révolutionnaire. Des personnes avec des micros autour d'une table, on n'est pas sûr. Exactement. Donc voilà, d'un point de vue pratique, je m'étais dit, je veux toucher des gens, mais tu dois habituer un certain public, tu vois. Et donc du coup, ça passe par l'écran, du moins aujourd'hui, dans notre sphère et dans ce... Pour attirer ce public-là de jeunes entre 15 et 35 ans, c'est les rendre... leur faire accrocher à ce format du podcast, aux conversations deep, profondes, à travers une image, et puis ce qui les amènerait vers ce qui ose, tu vois. Et c'est bête parce que le ce qui ose, j'ai toujours pensé que c'était genre le grand frère d'à peu près sérieux, tu vois. Là où à peu près sérieux, c'est à peu près sérieux, c'est 3-4 bandes de jeunes qui discutent autour d'une question et qui n'ont pas les réponses. Ouais. C'est souvent ça en fait, c'est des jeunes qui n'ont pas les réponses, qui discutent et qui s'en posent encore plus, tu vois. Mais ça fait du bien de se rendre compte que t'es pas le seul à te poser des questions, quoi. T'es pas le seul à te poser des questions sur tes amours, sur tes ambitions de vie, sur tes doutes, tes inquiétudes. Et puis après, t'as ceux qui osent, qui est l'investigation de ceux qui ont qui ont pavé le chemin un petit peu, qui ont un peu, d'une certaine manière, réussi et qui ont des réponses. Et plus j'investigue les personnes qui ont réussi, justement, qui ont des réponses, plus je réalise que, en fait, eux aussi n'ont pas vraiment les réponses, quoi. Tu vois. C'est curieux, mais c'est le processus de recherche qui te fait créer et trouver les réponses. C'est pas vraiment en avoir une toute faite, c'est toi qui, dans ton expérience de vie, affronte des défis et des challenges et qui te permettent d'avoir des réponses, tu vois. Donc si je devais résumer en quelques mots, hein, tu vois, c'est que à ceux qui osent, c'est le grand frère, à peu près sérieux, c'est le petit frère. Et voilà, on avance main dans la main dans ces deux formats-là, quoi, tu vois. Et alors, comment tu arrives à faire ton casting? Comment tu arrives à savoir quelle personne pourrait être pas mal pour un à peu près sérieux, quelle personne pourrait être pas mal pour ceux qui osent? Je te donne un petit exemple, mais c'est déjà arrivé où j'invite une personne à être interviewée. Je me rends compte qu'en fait, à l'oral, ça marche pas. C'est une personne qui est super intéressante à l'écrit, c'est une personne super intéressante dans sa création filmique, par exemple, mais à l'oral, ça marche pas. Est-ce que toi, est-ce que tu as déjà reçu ça? Le but, c'est pas de tada sur des invités. Ouais, bien sûr. Comment alors tu arrives à encore deux chiens? On a de super beaux chiens pour nos chers auditeurs qui sont devant nous. Et donc en bref, comment tu fais alors ce casting? Comment je fais mon casting? Tu sais quoi, comme je disais un petit peu tout à l'heure, je pars du principe que j'invite que des gens que j'admire. Après, c'est vrai que souvent c'est des gens, du moins je pense, j'estime, qui ont une certaine cadence où ils arrivent à tenir un micro, quoi, tu vois.
il y a des gens, je me dis, ils pourraient être tellement génial à l'écran et au micro, mais ils sont tellement... je leur en ai parlé, j'aurais fait, tu penses pas que tu pourrais venir dans un à peu près sérieux? Ils m'ont fait, mais mec, non, enfin, tu comprends pas, mec, je fondrais de crainte et de peur, je serais paralysé face à cet exercice. Donc je vois un petit peu, tu vois, il y en a où je vois qu'il y a de la marge et ils sont là en mode oh je sais pas, j'ai un doute, et puis alors ils se retrouvent face à ça, ils se rendent compte mais mec c'était génial. Donc ouais, pour répondre à ta question, d'abord je pense que je regarde pas des personnes, pour les à peu près sérieux surtout, je regarde pas les personnes, je travaille d'abord la thématique et je me dis tiens, l'angle de la thématique d'abord, tu vois, je veux parler des amours, tiens, qu'est-ce que je veux aborder, quel est l'angle que je veux aborder à travers ces questions, et puis je compose l'équipe en fonction, quoi, tu vois. Puis j'en parle énormément à mon équipe aussi, j'ai un super associé qui s'appelle Corentin avec qui je discute de beaucoup de points, tu vois, et j'ai un retour sur lui, de sa part, sur des invités, etc. Et puis donc je façonne davantage les à peu près sérieux autour des thématiques, et je me dis ah mais tiens, je veux parler des parents, des blessures, etc. Ce serait génial d'inviter tel. Je veux parler de vivre de sa passion. Ce serait génial d'inviter des gens, des artistes. Et quel genre d'artistes, et ainsi de suite, tu vois. Dans le dernier épisode de Un bon moment, il y a mon présentateur préféré du nom de Augustin Trapenard. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Augustin Trapenard. Ah ouais, qui est passé avec Mouloud. Exactement. Mouloud Achour, ouais. Putain, je l'ai vu récemment en plus. Ah voilà. Et bien, dans une de ses interviews, dans un moment dans cet épisode, Augustin Trapenard dit « J'invite des gens et je leur pose des questions où moi, en fait, je recherche la réponse moi-même. Ce sont des réelles questions. Et je me demandais, qu'est-ce que toi, tu cherches chez tes invités ?» Mec, quand j'ai entendu cette réponse, je me suis dit, j'aurais pas pu mieux le formuler que ce qu'il a dit, tu vois. C'est exactement ça. Moi, ouais, j'invite pas les gens qui m'intéressent pas, tu vois. J'invite essentiellement des gens que j'admire, pour lesquels je me dis ah mais tiens, j'adorerais avoir sa réponse face à cette question, tu vois. Et c'est souvent ça. Tu le vois d'ailleurs énormément dans comment je façonne mes interviews. Enfin, mon début j'adore faire un petit moment de gratitude où je présente la personne et en même temps je lui dis combien j'aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais parce que c'est ça le dénominateur commun de quelqu'un, d'une bonne interview pour moi. C'est quelqu'un qui quand il pose des questions, c'est tiens, genre j'ai vraiment envie de savoir les réponses à ça. D'ailleurs, tu verras que plus t'es intéressé par la personne, plus tes questions seront pertinentes pour lui, parce que t'auras été investigué son histoire, son vécu, son travail, et tu façonneras tes questions en fonction, tu vois. Et alors, comment tu as géré cette relation avec Corentin? Parce que tu le connaissais pas si bien avant de commencer tes émissions. Je suppose que la relation amicale et la relation professionnelle s'est développée au fil du temps. Mais alors surtout, comment on arrive à pitcher ça à une personne inconnue et ensuite, ou quasi inconnue, et puis comment on arrive à lancer réellement? Comment s'est passée cette relation au fil du début de la production et puis la fin quand ça s'est lancé? C'est une bonne question. Moi, j'ai eu ce rêve du podcast au courant de ma dernière année d'études, tu vois. Et donc, on était au début du quadri 1. C'est les premiers semestres pour nos amis hors belges qui n'auraient pas ces mêmes références. Il y a beaucoup d'Américains qui écoutent. C'est très bizarre. Mais il y a genre 20% de l'audition, c'est des Américains. Ouais. Mais non. Ouais, c'est trop bizarre. Même pas Canada. Canada, c'est genre que 4%. Ouais. Et américain, c'est 20%. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est une petite déformation professionnelle. Je sais qu'il y a toujours des gens qui pensent, enfin, tu vois, qui sont pas. Francophonie est plus grande que la Wallonie et Bruxelles. Exactement. Et non, et donc du coup, j'ai eu ce rêve et j'ai commencé. Et un ami, un très très bon ami à moi, qui c'est du nom de Clément, big up à lui, m'a envoyé une annonce de la RTBF qui lançait un nouveau festival qui s'appelle le Bruxelles Podcast Festival. Dans laquelle ils voulaient pitcher. Non, ils demandaient un pitch d'idée ou de travail de podcast natif, tu vois. Et à la clé, il y avait genre 1000 balles pour lancer son podcast, tu vois. Il m'a lancé ça et c'était à genre un mois des échéances du projet, du concours.
Et mec, c'est fou parce que j'étais en plein examen, j'étais en Erasmus aux Pays-Bas. Et je me suis dit, mais mec, c'est ce que je veux faire plus tard, en bout de ça, tu vois. Et je me suis attelé à ça. Pendant 1 mois, j'avais que faire de mes examens. j'ai vraiment, genre, j'étudiais en bibli, je faisais un max d'études sur le côté pour pouvoir terminer tôt et m'activer sur le podcast. J'ai commencé à écrire, à gratter des drafts, etc. Il demandait une fiche de projet, etc. Il demandait un petit mix. J'ai demandé à mon frère, du coup, de mixer une sorte de trailer, etc. Et c'est marrant parce que j'ai été, du coup, rendre ce projet. J'en ai parlé autour de moi, à mon père, à mon pote. J'ai demandé, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a de l'idée? Est-ce que ça a du sens? Tout le monde m'a dit, c'est incroyable, vas-y, fais-le. Alors que j'étais là, mec, quand je regarde les drafts de l'époque, c'était mais nul, mec, nul. Mais il y avait de l'idée, tu vois. Le fond, c'est ça qui est marrant. Le fond avait du sens, tu vois. Le message, la portée, la profondeur de la chose, c'est ça qui était pertinent, tu vois. Elle avait réussi à toucher ton entourage. Elle avait réussi à toucher mon entourage et je me suis dit, ah bah c'est super. J'ai participé à ce concours et j'ai évidemment perdu parce que en fait il prenait des gens qui avaient déjà un contenu déjà bien ficelé aussi, tu vois. Et puis il y avait des gens qui faisaient des podcasts depuis 2 ans et qui avaient besoin d'un financement. Bien, c'est normal. Bien sûr. Mais j'ai eu droit à un petit retour des jurés qui m'ont dit, t'as une superbe voix pour faire du podcast, alors que j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas ma voix, mais je la trouve, genre typiquement, mon père a fait de la radio, il a une voix super grave, mon frère aussi. Et je me suis toujours dit, mais j'ai pas du tout la voix de mes parents, tu vois, de mes semblables là, familiaux. Et pourtant, ça m'a toujours titillé. J'ai toujours aimé ce format-là. Et j'ai fait une énorme tangente pour répondre à ta question. Pas de souci, pas de souci. C'est que comment m'est venue l'idée de travailler avec Corentin, c'est que je cherchais pour le format donc visuel quelqu'un. Attends, mais excuse-moi, hein, juste, il y a eu quand même un petit trou entre les deux que tu as peut-être loupé, mais comment on arrive? On a un échec. Ouais, c'est ça. Là, on est face à l'échec. Comment on se relève Ouais. et puis qu'on trouve la personne? Bah, du coup, j'ai participé à ce concours. J'ai joué. Et mec, je me souviens du truc. C'était que, dis-toi que j'étais joué à ce festival et ils disent voilà, on va annoncer les gagnants du concours. Et frérot, on a été là-bas. J'ai été là-bas avec 2 potes, mon frère. Donc on était 4. Je me doutais bien que j'allais d'office pas gagner en voyant en fait les têtes d'affiche du projet. Mais voilà, sait-on jamais, tu vois. Ils nous avaient tous invités, donc je me dis, et c'était une salle pas du tout remplie. Il y avait quoi, max 50 personnes. Et ils annoncent les 3 gagnants. Je vois le contenu du travail des 3 gagnants. Je me suis dit, mais il y avait Semblant de rien. Je sais pas si tu vois, Non. c'est un. Ah oui, non, ouais, bien sûr, ouais. sans blanc de rien. Sans blanc de rien. Ouais. C'est un peu. Je rêve de les ouais, avoir c'est invités dingue. un jour. Ouais, Et ce serait elles sont fou. incroyables. Et puis après, voilà, j'étais là, évidemment. Il n'y a aucune question à se poser. Ouais, et puis je suis sorti de là et mes potes m'ont regardé en mode, mec, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est pas une bonne idée. C'est simplement que ça mérite encore du travail. Et c'est ça, en fait. C'est juste que parfois, tu peux avoir une bonne idée, mais la bonne idée ne suffit pas. Il faut appliquer rigueur et détermination à ton travail, tu vois. Et c'était une belle leçon. Enfin, maintenant, en y reparlant, en reparlant plutôt, je découvre que, ouais, c'était une belle leçon de vie, tu vois. C'est pas parce que tu tombes que c'est fini, c'est terminé. Ton idée persévère, tu vois. Et donc du coup, face à ça, j'ai eu plusieurs potes qui m'ont fait « Alors du coup, ça dit quoi ?» Ça c'est le drame quand on a parlé à des potes et qui ont un peu confiance en toi et tes projets. Ils vont te titiller, ils vont te dire « Mais vas-y, quitte de ton projet ». Et donc ça m'a poussé à continuer à créer. Et puis donc, moi je cherchais quelqu'un pour m'aider à réaliser au niveau plus visuel le podcast à peu près sérieux. Et d'amis, on m'a parlé de Corentin. Et donc du coup on s'est croisés à une soirée, je lui ai dit voilà, moi j'ai ce projet, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit écoute, viens, on fait un meeting et on en parle. Et puis on s'est réunis, je lui ai pitché l'affaire, je lui ai dit de manière concrète quels étaient mes objectifs, dans quelle mesure il était chaud de se lancer avec moi. Et il m'a dit mec, je suis super partant. Et puis 2 ans plus tard, on est toujours ensemble et on travaille sur ce beau projet. J'espère que tes micros vont pas subir avec cette petite pluie. Non, ça va. J'ai eu extrêmement peur, mais ça va. Ouais. Tu me dis quand tu veux marcher, quand tu veux te poser, Mec, c'est toi qui choisis. J'avoue que je suis encore plus à l'aise en étant assis. Ah, bah parfait alors.
Bah donc voilà, on arrive maintenant alors au moment où tu es dans l'émission, tu te lances dans cette production. Comment, pourquoi est-ce que cette personne pourrait être bien pour Asekios et cette personne ne serait pas? Et alors comment tu fais pour qu'ils acceptent? Comment tu pitches cette émission à des stars ou même tes amis pour te dire viens, tu vas être filmé, tu vas être sur YouTube et tu seras la proie des commentaires les plus vicieux. Comment on arrive à pitcher tout ça? En un mot, ce serait tu pitches avec ton cœur et pas ta tête, tu vois. C'est très beau, c'est très beau. Tu pitches avec ton cœur parce que moi j'ai jamais été bien sûr j'ai des ambitions et des envies par rapport à ce projet, le faire grossir, le grandir, mais l'essentiel c'est que j'ai envie que les gens passent un excellent moment, un bon moment. Je veux qu'ils passent un chouette moment, j'ai envie de leur dire combien je les admire. Et donc si tu pitches l'idée en disant tiens voilà j'ai ce projet, mais le projet c'est une j'allais dire une mascarade, mais j'ai pas mes mots pour dire c'est un déguisement, une excuse pour que je passe un temps avec toi et que je te montre face aux gens, au monde, que t'es une personne incroyable et qui est estimable et valorisable et valorisé et qui est considérable. Et bien souvent la personne dit oui, tu vois. Tu es un peu alors le hyper bruxellois alors. Bah, peut-être bien, tu vois, mais genre je sais pas tu vois. Après y a plein de conflits qui entrent en jeu, hein. Tu vois, typiquement un agenda chargé, nous on a des dates de tournage déjà faites et bon, la personne n'est pas dispo, tu vois. Mais j'ai rarement eu des réponses en mode frérot, désolé, j'aime pas trop le contenu de ton podcast, tu vois. Non, c'est tiens, je viens de checker, c'est incroyable. Même je pourrais pas dire les restas que j'ai eu en contact parce que j'espère vraiment les avoir un jour, mais j'ai eu des managers d'artistes belges assez conséquents et de renom qui m'ont dit ils ont checké ton contenu, on n'est pas dans une saison de promo, donc sorry, mais incroyable, on ne manquera pas de revenir vers toi à ce moment-là où on essaiera de boucler les agendas en fonction, parce que moi aussi j'ai des dates de tournage, j'ai toute une prod aussi, et donc faut agencer tout ça, mais déjà ça fait chaud au corps, tu vois, de voir que des équipes derrière des artistes de renom, je veux dire, tu vois, toi tu t'envoies un mail ou t'envoies un message, un DM sur Insta et tu te dis bon bah c'est ton jamais. C'est une bouteille à la mer, exactement. T'as un peu peur. Et puis parfois t'as des réponses surprenantes. Vince il m'a répondu alors que le type il a genre 50 000 abonnés, Anne-Sara la même chose, en mode genre bah mec pas de soucis. Serine Ayari c'est devenu une pote maintenant, tu vois, alors que voilà, on se connaissait pas de base, tu vois, et elle m'a donné des places à ces spectacles, mais parce que je l'estime en tant que personne, tu vois. Je triche pas, tu vois. C'est bête, ça, comment dire, ça se sent dans les interviews et je suis sûr que ça doit rassurer aussi l'invité parce qu'il faut réussir à le mettre à l'aise, cet invité. Alors comment on arrive à créer ce bon équilibre entre je suis pas un fan absolu et je suis pas fanatique et puis en même temps pas être trop éloigné et être trop indifférent face à ce que la personne te répond et rester dans le professionnalisme le plus facile, le plus comment dire exact possible. Ouais, bah, je pense que c'est simplement d'être vrai, mec. C'est d'être authentique. Essayer de jouer un personnage, ça marche pas parce que la personne le sent. Donc si t'es souvent quand t'admires une personne, t'admires cette personne pour le travail qu'il a fait. Donc quelque part, sois admiratif, mais dis-le alors. Dis-le. Tiens, j'ai adoré ce travail et les gens vont toujours bien accueillir le fait que tu sois si admiratif de leur travail parce que c'est pas forcément eux leur travail, c'est ce qu'ils ont été à un moment donné, qu'ils ont mis aux yeux du monde, tu vois. Donc voir que leur travail t'a plu ou t'a touché, c'est le plus beau cadeau qu'ils pourraient recevoir. Je pense que si tu leur dis je suis fan de toi et que de toi uniquement de toi et de tu vois, c'est bien sûr que ce serait un peu bizarre, mais si tu leur dis mais attends j'ai kiffé ce que tu t'as fait comme taf, et même en fait je reviens un peu sur mes mots, mais si tu dis que tu t'aimes bien une personne, mais dis pourquoi alors.
Bien sûr. Dis pourquoi, dis quel est le trait de personnalité qu'ils ont que tu trouves admirable. Genre moi, je suis un grand fan de Will Smith. Au-delà de son travail, j'adore sa facilité, son charisme, son côté jovial, son côté, tu vois. Mais si tu dis, je sais pas, c'est une façon de le dire de façon à ce que les gens soient pas heurtés ou dans une bizarrerie et donc ouais, d'être simple quoi, d'être authentique, d'être sincère. Tu dis alors donc à peu près sérieux et même à ceux qui osent, a vraiment de longs jours devant lui puisque tu as déjà réussi à avoir une saison 2 et tu prépares et tu produis. Comment est-ce que tu vois un peu ce podcast évoluer? Est-ce que tu as des envies particulières ou bien est-ce que tu te laisses porter par un flow de hype bruxellois? Comment se passe tout ça? Hype bruxellois. J'aime bien ce que tu dis, Ryan. Écoute, je t'avoue que j'ai bien sûr des rêves et des ambitions par rapport au podcast, à peu près sérieux, à ceux qui osent. Est-ce que tu aurais envie de nous le partager ou Ouais, tu préfères garder ça pour toi? C'est peut-être parce que je suis burundais de nature et on est toujours très pudique. En tout cas, on dit pas nos projets tu vois, les projets du futur, parce qu'on sait pas si ça, en fait, quelque part, ça peut nous porter malheur de trop le Bien dire sûr. et que ça puisse pas se faire. Mais si tu veux savoir une chose, oui, clairement, il y a des ambitions, il y a de l'évolution qui est certaine pour la saison 2. Ça va changer un peu. Ah bon? Ouais, ça va changer un petit peu. Pourquoi Les il deux y avait une formats, envie de changement? il n'y avait pas forcément une envie de changement, mais disons qu'il y avait une envie d'évolution. Il y avait un besoin d'évolution? Il y a toujours un besoin d'évolution. Tu veux toujours te surprendre. Tu vois? Ah, pas spécialement. Parfois, quand une formule marche bien, pourquoi vouloir la changer? Mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, pour moi, à travers le terme évolution, ça rejoint beaucoup le terme de nouveauté. Ah. C'est l'opposé de faire du surplace. Exactement. C'est en fait faire retrouver de la passion, de l'intérêt pour son projet, tu vois. Si ça passe par toujours un même format, mais bien sûr, continue, enfin, tu vois. Mais d'une certaine manière, ça peut être catégorisé ou qualifié d'évolution si tu estimes que, tu vois, t'as de nouveaux invités, même si le format a changé, etc., tu vois. Alors, je dis pas que mon projet va être transformé et il y a tout qui va changer, non. Je dis simplement, c'est vrai qu'il va y avoir des formats un peu, ou une trame, une conduite qui est un peu différente, etc. Mais tout ça, l'étape, là, on est dans la pré-prod, donc on façonne tout ça, on se questionne énormément, c'est pour ça que je peux pas acter Non, sur il faut toutes ces respecter choses, ça, mais bien sûr, Ok. d'ici quelques semaines, vous verrez les premiers épisodes d'à peu près sérieux et à ceux qui osent sortir, et vous goûterez, en fait j'ai envie de donner l'occasion aux gens de goûter à ce qui est différent et en même temps tellement similaire, qui fait la touche à ceux qui osent, qui fait la touche à peu près sérieux et qui fait surtout la touche au bain, tu vois. Alors c'est bien parce que tu dis justement que tu as peur aussi de perdre de l'intérêt dans ton propre projet. Et juste avant, je disais que tu étais un peu le hyper bruxellois. Parce que justement, dans chacune de ces émissions, il y a, comme je l'ai dit au début, une bienveillance, une gentillesse, une énergie et un sourire que l'on voit tout le long de tes émissions. Et je voulais savoir, comme tes dates sont déjà prévues à l'avance, est-ce que c'est déjà arrivé de devoir un peu se forcer, de vouloir être à fond? Est-ce qu'on a le moment un peu down? Est-ce que tu te dis il faudrait absolument le reporter, je peux pas à cause des dates, ou je sais pas trop, là je suis en train d'un peu de spéculer Tu sur veux ta dire manière des au choses, moment mais du tournage? c'est ça. Ok. Jamais. J'ai jamais eu un moment où j'ai dû me forcer. Ça c'est une chance incroyable, ou bien tu n'es pas enclin à des moments plus down? Ce serait un terrible mensonge de dire que je suis pas enclin à des moments plus down. Bien sûr, je suis humain, tu vois, comme tout le monde. Et bien sûr qu'il y a des moments où je suis plus down, hein, comme tout le monde. Où je suis plus sujet à de la tristesse ou un sentiment d'impuissance ou, tu sais, de crainte, de doute, de peur. Mais tout ça, ça passe aussi, tu vois. Et pour cibler par rapport à tes questions au niveau des tournages, il y a tellement de travail en amont que c'est pas davantage du moment où j'ai pas envie, c'est plutôt le stress ou la crainte que ça ne marche pas qui est en jeu, tu vois. Quand ok. tu arrives au tournage, t'as toute une équipe qui est derrière toi,
t'as un réal, t'as des assistants de production, t'as ton chef opérateur, t'as ton ingé son, t'as tes invités. Et puis t'as une sorte j'allais dire une sheet, une page d'heures et un planning, quoi. C'est ça, en fait, c'est le terme que je cherchais. Un planning, bêtement, un planning à respecter. Et souvent, tu sais, dans le monde des médias et dans le monde des tournages, c'est toujours très serré, c'est toujours bien plus serré que que ce qui est possible. Et moi, je mets un point d'honneur à mettre une ambiance de chaleur dans mes émissions. Donc je regarde l'heure, mais je la regarde avec beaucoup de distance aussi. De me dire, ok, si je veux m'assurer que mes invités soient à l'aise, tu vois. Et donc ça passe par là, tu vois. Ça passe par beaucoup d'écoute de moi-même, même dans des moments de grande crainte, de oh, est-ce que ça va aller? Et ben souvent il y a mon frère qui me regarde, qui fait partie de l'équipe de production et qui me regarde et qui fait ok. Genre à 5 minutes du action, du c'est parti. En général, on se prend toujours 2-3 minutes où genre toute l'équipe est parée. Et je regarde mon réal, je regarde mon frère. Et on sait qu'on a besoin de genre 5 minutes avant que je monte. Et genre il y a un petit pep talk, tu vois. Genre un petit discours d'encouragement que mon ref me fait. Et ça passe pas tellement par des mots, mais bien plus par un regard et une énergie, une énergie de ouais. you got this, tu vois. Genre, tu vois, ça va passer. Et c'est curieux, à chaque fois que j'arrive, vu que, tu vois, on le voit pas à l'image, parce que, bon, moi je le vois, mais la plupart des gens qui regardent le podcast me disent pas, on a vu que t'étais stressé, tu vois. Non, c'est hyper chill, on dirait que tu fais ça depuis 20 ans, mais mec, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mourir, tu vois. non, t'inquiète pas, je suis bien stressé, mais ouais, non, je suis jamais arrivé à un tournage en me disant, encore un tournage, jamais. Non, Ça, c'est une chance incroyable, c'est cool. bah peut-être que ça arrivera, et quand ça arrivera, je pense que je modifierai les Tu choses, m'appelleras et je te ferai un pep talk. Ce sera moi le ouais, hyper c'est bruxellois à ce ça, moment-là. le hyper, mon bon Ryan, bien sûr, évidemment. Et alors, je me demandais, est-ce que, au-delà alors de ces moments peut-être down que tu n'as pas eu, heureusement, est-ce que peut-être tu as eu des moments de doute durant la création et la pré-production de cette émission? Mais mec, des Parce que moments tu de doute, parlais avec c'est- Corentin de c'est- tous ces c'est- moments de graphisme qui n'allaient pas, et Mais puis des mec, moments... c'est des moments, les moments de doute, ils sont constants. Même encore maintenant, j'ai des doutes. Alors, comment tu fais pour passer au-dessus? Et cette résilience, d'où elle vient alors? Je pense que ça passe par plein de phases. Encore un petit chien. Il m'a fait peur. J'entendais des grognements qui venaient de nulle Ouais. part. Ces moments de doute, ils sont constants. Mais l'astuce, c'est de pouvoir. Souvent, les doutes parviennent et surviennent dans des moments de surcharge de travail, tu vois, de deadline, de je travaille, et parfois tu vois pas le bout, ou t'as le nez dans le guidon. Alors, ça aide de pouvoir dézoomer, tu vois, simplement dézoomer par moment, de faire ok, on est pointu sur cette charte graphique, qu'est-ce qu'on veut, mais c'est quoi le fond, c'est quoi le message qu'on voulait véhiculer. Et moi, si je dois avoir un truc où je suis plus ou moins fort dans ma construction de projet, c'est pour donner du sens. Et je mets un point d'honneur à donner du sens, parce que c'est ça qui permet d'ailleurs que mes invités puissent venir, tu vois, soient touchés par le message. C'est ça qui permet à mes collaborateurs d'être là, ah ouais, ok, je veux travailler avec ça, avec tel, c'est cool. C'est parce que j'y mets du sens. Et parfois au détriment pour certains, parce que tu vois, quand tu veux mettre du sens, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps de faire, ok, on va s'arrêter là, parce que on a perdu le sens, tu vois. Parce que tu dis, ah, non, on doit être pressurisé, mais non, attends. On va s'arrêter, on va revoir un petit peu pourquoi on fait ça, tu vois. Et ça, tu y arrives assez bien? Pas toujours, mais je pense que j'y arrive, ouais. Et tu crois que ça vient d'où alors cette sensation de arriver à avoir ce point de recul? Parce que c'est un truc hyper compliqué, surtout de nos jours. C'est un petit exemple, les réseaux sociaux, c'est devenu hyper compliqué de pouvoir avoir ce point de recul. Et justement, on est dans un business, ou on peut dire ça comme ça, un domaine où les réseaux sociaux sont devenus importants. Et quand tu as un projet et devoir, je sais pas, on va répondre aux mails, tu es pris dans un tourbillon. Comment tu arrives à faire ça? Est-ce que c'est ton passif de méditation qui te permet de pouvoir ressortir un petit Ouais. peu? Ou est-ce que... D'où ça vient alors ça? Mais
En un mot, la méditation, c'est être présent dans l'ici et le maintenant, tu vois. Et ça peut prendre des formes diverses. Je pense que mon fort à moi, c'est que j'ai toujours voulu rechercher à être moins lourd, tu vois. Moins lourd. Moins lourd, ouais. Tu vois ça comme des bagages alors? Disons que, tu vois, quand tu as des soucis, des doutes, des questionnements, tu te sens surchargé, tu vois. Et j'avais besoin de légèreté, souvent, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce qui m'a donné la légèreté dans des moments... Mais c'est pas forcément lié au podcast, tu vois. C'est dans des projets qui t'animent ou dans des relations, tu vois. La vie t'amène une série de challenges, de défis, et donc d'aspects de lourdeur, tu vois. Et ton travail à toi, c'est de pouvoir t'écouter, du moins ça c'est mon moyen à moi, mais de pouvoir assez s'écouter pour se dire mais attends, mais comment j'accède à un peu plus de légèreté. Et souvent ça passe par l'écoute de soi, une sorte de méditation, une sorte de mais tiens, mais après voilà, j'ai un bagage de psy, donc ce serait tu prêches les convertis dans un sens, parce que évidemment que mon travail, c'est de pouvoir permettre aux gens de retrouver une sorte de tranquillité, de stabilité. Et donc, évidemment, je ne peux pas mentir aux gens et dire ah non, c'est ça que tu dois faire, tu appliques-le sur toi aussi, tu vois. Et donc j'ai beaucoup fait ça, et c'est ça qui me permet, dans des grands moments de tumulte, de faire ok, on va essayer de poser un instant. Comment on va procéder pour pouvoir répondre à cette exigence, à ce problème-là, tu vois. Il y a une petite dame qui est passée, qui était dans ces fields-là. Ouais, elle était déçue en tout cas, la pauvre. Ouais. Et alors, je me demandais, est-ce que tu aurais un invité de rêve? Invité de rêve? Elle n'a aucun rapport avec le rêve, j'essaie d'avoir un fil conducteur et cette question arrive de nulle part, mais elle m'intéresse. Il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment d'invité de rêve, je pense, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sont très inaccessibles. Parce que j'ai un côté très réaliste, en fait, tu vois. J'aime pas avoir des rêves qui sont trop inatteignables, tu vois. Je sais pas, c'est dans ma personnalité, mais j'aime bien... Alors que mon associé, il est très fort pour ça. Et je pense qu'il faut de tout, tu vois. Il faut les deux, je pense. Il faut les deux, parce qu'il va être très fort pour genre avoir... Non, on va avoir tel, on va faire ça, on va faire ça. Moi, j'ai très vite tendance à dire ok, non, mais avec notre budget, avec nos trucs, attends, de manière concrète, qui est-ce qu'on pourrait avoir vraiment, tu vois. Mais il y a plein de gens, mec, que j'adorerais avoir. Ça peut être aussi tout à fait réalisable, des invités réalisables que tu aurais envie d'avoir. Je pense, une sorte de bouteille à la mer que tu fais à travers ce podcast. J'ai déjà dit quelques Français, donc je vais aller du côté un peu outre-Atlantique, mais ok. J'adorerais avoir genre Oprah. Ah ouais, là c'est rêve alors. Ah bah attends, mais tu m'as demandé des trucs un peu pas... hein, ah mais j'ai dit après réaliste, mais donc irréaliste, on a Oprah Winfrey. Bah qui sait, peut-être que ça peut le devenir à un moment. J'adorerais avoir Trevor Noah, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. J'adorerais avoir Barack. Qui ne voudrait pas avoir Barack? J'adorerais avoir quelques personnes qui interviewent elle et que j'admire en fait, et je me dis mais... Wow. Sean Evans de... Bien sûr. Je sais pas si tu vois, Hot mais... Wings, bien sûr. Hot Ones, pardon. Il est tellement incroyable, j'adore sa manière de... Et ce serait quoi l'aliment que tu ferais avec lui alors? Tu peux pas faire Hot Ones, tu peux pas faire le boulet, tu ferais quoi alors? je le soulagerais, mec. Je lui dirais, mec, on va mettre ses wings de côté. On va faire des milkshakes avec différents goûts, le truc le plus doux possible. Le truc le plus doux possible. Je lui dirais, écoute, tu vas tester, et tu vas être dans un confort tel que ça va te rendre... Tu vois, genre vraiment, j'ai le droit de... Non, je pense que j'adore. Il y a des gens que j'admire, et genre Alicia Keys, j'adorerais la voir aussi. Et puis des guides spirituels aussi. Cartolé, j'adorerais avoir cet homme. C'est un homme extrêmement ancré. J'adorerais avoir des gens qui sont décédés, mec. J'adorerais avoir Madiba, Nelson Mandela, mais voilà, il est parti. Enfin bref, voilà, il y a toute une série de personnes très irréalistes, peu accessibles, où je me dis, qui sait, un jour peut-être. Peut-être. Mais voilà. Et en atteignable, est-ce que tu aurais peut-être une personne qui viendrait à l'esprit? En atteignable? Ou de manière très humble, quoi. Hein, de manière... je pense que là, je pense que tout d'un coup, le fait d'avoir des Français, déjà la barrière de la langue, c'est déjà un peu plus accessible. J'adorerais avoir... je
Omar Sy, je l'ai déjà dit, hein, mais putain, ce serait fou. Ce serait Bon, dingue. maintenant, il habite à LA, donc c'est un peu plus chaud de le croiser. Sinon, Ben Never. Bien aussi. sûr, bien sûr. Ouais. Et là, je me dis, c'est une question d'années avant de l'avoir, lui. 2 mois, je pense. 2 Ouais. Merci Ryan, tu J'essaye. fais chaud. Je te hype quand tu m'as- ne peux pas. Je suis là pour ça. Euh, Tu es le premier épisode de cette nouvelle saison et c'est une saison que j'ai envie d'axer un peu plus vers quelque chose de politique ou en tout cas un message à vouloir transmettre et donner du sens à une société, donner du sens à une vie, donner du sens. Attends, Quelque chose de nouveau. t'as Oh. une araignée sur un... Ouf. Mec, je viens de te sauver la vie, frérot. J'ai l'impression, ouais, ou j'aurais pu être Spider-Man. Là, tu viens juste de me gâcher mon rêve. Surtout qu'il vient de sortir la... Mais oui. C'est quoi le Homecoming? No Way Home. No Way Home. Ah, yes. Attends, il faut que j'aille le voir, là. Vas-y, dis-moi, sorry, je t'ai coupé dans ta Pas de question. souci. Vas-y. Et j'ai vu que ton mémoire, c'était les représentations et stéréotypes Waouh, t'as dans été investigué. le métier. Il faut. Ouais, mec, c'est formidable, ouais. Et déjà, je trouve ça courageux parce que c'est un sujet de mémoire avec un engagement, avec un sens, avec un message et avec quelque chose de politique en fait. Je voulais savoir si tu voulais faire transparaître ce sens et cette étude que tu as fait durant ton mémoire et peut-être les idées qui vont plus loin. Est-ce que tu as envie de faire transparaître ça dans ces émissions ou pour toi ce sont deux choses bien différentes et le Aubin qui est peut-être politisé ne va pas se laisser transparaître dans son émission ou l'opposé? C'est ouf, c'est une super belle question, mec. Pour moi, comme on en parlait au début de l'émission, mais je joue pas une façade, je suis moi, tu vois. Ce serait mentir, ce serait ne pas être moi, de cacher ou d'isoler cette facette, comme tu dirais, un peu politisée de ma personne. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Et donc, il y a toute une série de thématiques que j'aimerais investiguer. Et certaines de ces thématiques peuvent avoir une sorte de prévalence un peu politique, mais pour moi elles le sont pas. C'est juste des sujets de société qui nous animent, des questions qui méritent une réponse, quoi, tu vois. Et donc là j'ai écrit, j'ai travaillé sur mon travail de fin d'études, mon mémoire sur les représentations et stéréotypes des métiers. J'ai adoré ce travail parce qu'il m'a permis de pouvoir avoir un regard un peu sur l'état actuel des choses en Belgique, en francophonie, sur la question. C'est des choses qui m'ont beaucoup animé, tu vois, la question des origines, tu vois, sur l'impact des origines sur ton métier. Prédéterminisme qui... Exactement. Ouais. Une sorte de reproduction sociale aussi. Et à la suite de ça, il y a ici, ou en parallèle de ça, associé à ça, il y a la question du genre, tu vois, la question de ton sexe qui joue aussi. Et c'est devenu de plus en plus large. Je pense que si je devais refaire mon mémoire, alors que c'était il y a 2 ans, tu vois, Ouais. et bien même, je pense même que le titre changerait, tu vois. Et pour inclure encore davantage, et parce que j'ai grandi, parce que j'ai lu encore plus, que j'ai investigué une série de questions, mais voilà, c'est tendre vers ça à chaque fois, c'est se questionner, s'interroger, voir qu'est-ce qui nous touche, et ça tend vers une trame commune. Moi, j'adore je pense que j'ai un besoin intime de justice aussi qui m'anime à l'intérieur de moi, tu vois, un besoin d'équité, d'égalité, des chances et des possibles pour tout le monde. C'est pour ça que je travaille dans un secteur un peu plus précarisé, alors que bien sûr je pourrais être psy de toute une série de populations très aisées, et bien sûr ça m'intéresserait au niveau du salaire. mais ça fait pas sens pour moi. Je me réveille le matin, je me dis mais attends, mais c'est ça qui me fait sens, c'est d'être avec des jeunes qui quand ils me regardent ils se disent waouh, j'aurais jamais pensé que j'en avais besoin, mais en fait j'en ai besoin, ou oh, il est cool et puis il peut m'aider, tu vois, et ainsi de suite, avec toutes ces questions d'ordre politique, tu vois. Et ça marche aussi, je suppose, ce sens et ce message, ça va aussi dans la représentation, dans les invités que tu invites, qui sont tous diversifiés, tous mais différents. Mec, quand je te dis que je me mets un point d'honneur à ça, c'est d'ailleurs une grande question pour la saison 2. J'ai la chance de travailler avec une équipe phénoménale sur ce point. Quand je dis de manière un peu sous le... Tu vois, c'est un peu boutade, on va faire de la discrimination positive. Mec, c'est ça. Moi, je fais
tu vois, j'ai pas vu énormément de gens qui me ressemblaient à l'écran. C'est ce que j'allais dire. Encore Tu fais moins, partie toi-même en tant que host. Ouais, c'est ça, Belge, d'animateur bruxellois. belge, tu vois, les gens vont pas se dire forcément, c'est un homme noir burundais, rwandais d'origine qui s'appelle être belge et qui fait, ce type de contenu, mais ça l'est, tu vois. Ça ouvre les possibles et c'est ça qui est génial, mec. C'est que il y a des gens, ils se disent pas, je pourrais faire ça, mais maintenant c'est dans leur construit, tu vois. C'est le fait de tu vois, quand moi j'étais petit, on avait tellement peu de représentation de métiers noirs qu'on se demandait même, mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Le fait d'avoir des gens qui, ce sont des femmes, ce sont des hommes et qui sont noirs ou des personnes issues des minorités qu'on voit à l'écran qui ont des rôles si divers, qui peuvent être médecins, avocats, clodo, enfin tout. C'est juste ça étend le champ des possibles, tu vois. Et c'est ça que je me dis, mais c'est génial. Tu vois, moi j'ai la chance, on va dire, de pouvoir être à l'écran, de pouvoir être sur des plateformes visibles, mais bien sûr que je vais les rendre encore plus visibles pour des personnes, tu vois. Et tu vois, c'est bête, mais je me suis dit, oh, mais j'ai encore jamais eu des personnes d'origine asiatique à l'écran de mon podcast. Alors, est-ce que je vais chercher spécialement des personnes asiatiques parce que je veux... Non, évidemment pas, mais c'est un truc à avoir en tête. Et je me dis, mais tiens, bien sûr que j'en ai plein des potes et qui pourraient venir et qui sont... Tu vois, qui pourraient... Où il y a des gens qui regarderaient et qui se disent, ah, mais tiens, il y a une personne qui me ressemble qui est à l'écran, tu vois. C'est simplement ça, mec. C'est bête, mais ça fait du bien à plein de personnes. Et puis c'est représentatif aussi d'une réalité, la D'une Bruxelles. réalité, ouais, de Bruxelles. Regarde, Bruxelles. Enfin, finalement, il y a personne qui m'a dit, tu sais, dans ce podcast, je sais plus, des plus vieilles générations, pour pas les nommer, m'ont dit, tiens, c'est fou, ils te regardent pas parce que t'es noir, ou enfin, la question de la couleur n'a aucun intérêt. Et ça marque tu vois, le poids d'une société d'avant, parce que d'un regard, quoi, d'un regard tu vois, parce que immense, une pression fou. Il y a des gens de notre génération qui ont autour de 25 ans et moins, ou peut-être la trentaine, mais ils me posent jamais cette question. Ils disent, tiens, c'est fou, tu t'es noir et tu... Non, ils me disent simplement, tiens, t'es podcasteur, et voilà, et ils me posent des questions sur l'intérêt, sur mon parcours, sur mes origines, mais pas dans la catégorie ou d'une classe de, ah, mais dans ce stéréotype, mais t'es un homme noir, tu vois. Non, c'est genre ton vécu, ta personne, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et mec, ça en dit long, tu vois. C'est-à-dire que nous, on s'ouvre davantage et le monde tend vers ça, quoi, tu vois. Magnifique, c'est un super beau message que tu essaies de faire passer. Et moi, en fait, d'habitude, le petit moment de gratitude, je le fais à la fin du podcast. C'est ça. Je ne le fais pas au début du podcast. C'est ce que je fais depuis le début. Et voilà, je voulais te remercier d'être venu. Je voulais te remercier pour ta disponibilité, pour ta gentillesse. Et surtout, je voulais te dire que c'était fou. C'était fou d'avoir réussi à lancer un podcast filmé. Et quand j'ai découvert que tu étais belge et bruxellois, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est exactement ça que je voulais faire. Ouais. Et je me suis dit, tu le fais super bien. Et je voulais te féliciter pour avoir déjà fait tout ça, malgré que mes félicitations ne valent rien. Mais je voulais quand même te dire que c'était fou ce que tu avais réussi à faire. Et j'espère que tu as vraiment de longues années devant toi. Et voilà, je voulais quand même te remercier pour tout, pour ta disponibilité, parce que ça a été une galère d'arriver à faire cette émission. Ouf, ouais. Ça a été des reports et des reports. Mais tu as quand même pris le temps. Et je voulais quand même te remercier pour ça. Et vraiment, je te souhaite que de belles années devant toi, parce que tu es, je dirais pas, en tout cas, tu as un naturel pour la présentation, et tu as un naturel devant la caméra, et tu as un naturel pour réussir à animer des discussions qui sont à la fois sérieuses, mais aussi très rigolotes, avec une ambiance qui est quand même très rare, et qui montre aussi Bruxelles, qui montre aussi ce que moi j'ai pu découvrir en tant que jeune, en tant qu'universitaire. Toutes ces discussions de fin de soirée vers 2h du matin, une sorte de contre-soirée dans la cuisine, ou comment on va faire pour changer le monde. Mec. Merci, Et voilà, tu je me voulais touches énormément. te remercier pour ça. Et on va finir avec des recos, parce qu'au Mode Café, c'était ça à la base. C'était une petite recommandation qu'on faisait. Je te laisse la place pour ta petite recommandation Yes. du jour. Déjà, je reviens un instant sur ton instant gratitude, mec. C'est pas... toi, tu sembles être... Tu dis, ouais, à mon échelle, je suis personne, mec. Même ce que tu n'es pas personne, mais même si tu l'étais, un message de gratitude, ça fait un bien fou. Ça donne le sourire pour des heures et des heures. Sincère, Et c'est sincère. et c'est gratos, donc c'est merci à toi. Alors, pour mes recommandations, et tu m'as gentiment envoyé un petit message pour me rappeler qu'il y avait ce petit détail-là. J'en ai deux.
On Et, peut en accepter 2. on peut en On donner peut deux. faire une Je triche exception de cette ouf. fois-ci. Ah yes. Et je triche un peu parce que en fait j'étais en train de faire une rétrospective de cette année et c'était dur, mon Dieu, de pouvoir en isoler qu'une seule. Et donc du coup j'élargis un petit peu, mais là tout dernièrement je viens de terminer il y a quelques jours, quelques semaines là en fait le livre de Nelson Mandela dont j'ai parlé tout à l'heure dans ce podcast-ci, mais Un long chemin vers la liberté. Il m'a tellement touché dans ces questions de justice, d'équité, de courage, de détermination, tu vois, d'indulgence, de tolérance face au monde, et surtout, mais d'une sorte de conscience à soi, tu vois, d'accueil de soi. C'est un livre que je me dis, idéalement, tout le monde le lit, tu vois, parce que tu sors de là et tu dis... Waouh, c'est pas le récit d'une personne qui a été en prison pendant 30 ans seulement, ça c'est un détail, c'est un événement, certes conséquent de sa vie et aux yeux du monde, mais tout la traversée intérieure de cet homme, phénoménal, m'a touché au plus haut point. À tel point que, mec, j'en ai noté des passages. Super. Et j'ai réécrit tous des passages et à la fin du livre, j'ai constaté que j'en avais écrit pour 15-20 pages de Word, tu vois. Donc, Ça, c'est le symptôme d'un livre qui te touche voilà, profondément. Exactement. Quoi. Et parfois, je les relis et je me dis, mais voilà, tu vois, quel personnage ancré. Et puis, deuxième recommandation qui suit un petit peu cette lignée de justice, c'est je viens de voir dernièrement au Vendôme, là. Je sais pas si tu vois, c'est un petit film ciné indépendant qui se trouve à Port de Namur. Bien sûr, bien sûr. On va soutenir un petit peu les refs là, du monde artistique qui sont un peu en marge des grosses industries. Et j'ai été voir Animal de Cyril Dion. Bien sûr, j'ai fait mon mémoire sur Cyril Dion, donc je connais bien. Ah waouh, c'est ouf, tout se rejoint. Et il m'a touché. Et tu sais ce qui m'a touché dans son documentaire, c'est pas tellement... on sait que la question du changement climatique, la question écologique est à la... Mais non, aujourd'hui, c'est plus une question de si ça existe ou pas, ou du moins dans notre sphère, en Europe, en Belgique, plus précisément à Bruxelles, pour parler de choses que il a zoomé parce que comme ça, on va pas parler de choses qu'on connaît pas. C'est presque maintenant une évidence, mais la force de Cyril Dion, c'est de pouvoir rendre accessible et de pouvoir donner forme à ça sous forme de récit, en fait, tu vois. Et il m'a touché dans le fait de dire, mais au-delà de l'extinction de masse des animaux, tu vois, il y a une question d'un écosystème qui est juste et balancé. Et si on se concentre sur ça, au sortir du film, je me suis dit, mais tiens, tu vois, c'est fou, Ryan, mais mon métier, en tant que psy, en tant que podcasteur, etc., c'est de permettre à des gens, des inconnus, de s'ajuster au niveau de leurs émotions. C'est de faire un équilibre intérieur, tu vois. C'est quand tu quittes des grosses colères, quand tu vis plutôt des grosses colères, d'un gros sentiment de peur, mais que tu puisses retrouver une sorte de stabilité, de tranquillité, d'apaisement, tu vois. Et c'est ça qui fait lui à travers ses films, et il parle de l'écosystème, de la biosphère, mais en fait, chacun de nous, l'être humain, recherche ça, tu vois. Et la croissance écologique, ok, on va très deep dans ma recommandation. Ça me questionne énormément. Est-ce qu'il y a lieu de parler de croissance alors que ben c'est pas possible, c'est pas forcément juste en fait, tu vois. C'est un mot compliqué parce que croissance, ça fait parler capitalisme, et capitalisme et crise écologique, c'est synonyme, donc c'est indissociable, et donc du coup ça me questionne énormément. Et j'ai au-delà de l'aspect de l'extinction de masse, j'ai beaucoup aimé le message qu'il véhiculait. Et donc du coup, voilà mes deux recommandations du jour, mon cher Ryan. Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance, ta disponibilité. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète, on ne le dit jamais assez. Et où on peut te retrouver ? Au Boy The One. Me retrouver, évidemment, comme tu viens de le dire, sur ma page, ma page Insta, Au Boy The One. The One. Ou tu préfères plutôt à ceux qui osent qu'on vienne de te suivre sur les deux ? Suivez-moi sur tous les formats possibles et imaginables. Sur YouTube, c'est Aubin et Zaguera. Sur Insta, sur le podcast, c'est À ceux qui osent. Et puis bientôt, la saison 2 du podcast qui on est en train de fortement bosser dessus. Et donc, j'ai hâte de le présenter au monde là.
Merci Ryan pour ce petit moment, ce petit format de podcast un petit peu particulier. Là, on est à l'extérieur. Ouais, j'espère Il que commence le à faire public, nuit. ouais. La nuit est tombée. On est au bois de la Cambre, face au lac. C'est beau, les gars. C'est beau et c'est doux. C'est une ambiance. C'est une certaine ambiance. Et Je ne sais j'étais pas. pas sceptique, mais j'étais curieux de me dire ah mais attends, mais il est chaud parce que moi qui fais un peu du montage et tout, je me dis mais il va avoir tellement de bruit parasite. C'est possible. Mais ça donne C'est bien. possible. Et puis en plus avec le froid et tout, franchement, ça va, il faisait doux aujourd'hui. Ouais, ça va, hein, Ouais, franchement. c'est J'ai eu doux. très peur qu'il pleuve ou quoi, parce qu'on est quand même à Bruxelles, faut pas Ouais, déconner. ouais. Hein, bon, mais en vrai, ça va. Et j'espère aussi que le public a aimé ce format, parce que je me disais peut-être le bruit ambiant autour, le son d'ambiance autour pouvait être une forme d'apaisement ou de tranquillité ou de rythme dans un podcast. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra. On verra. j'ai Et hâte de du toute retour des manière, gens. de toute manière, donnez tous vos retours à Boys the One, à ceux qui osent. Yes, sir. Et nous, abonnez-vous. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà. Ciao, ciao. It's a wrap.